Merci. Avant de regarder dans ma valise, je sais qu'il y a soit le gant gauche, soit le droit. En ouvrant, si je tombe sur celui de gauche, je sais que la valise en Antarctique contient le droit, même s'il n'y a personne pour regarder dedans. Ça n'a rien de mystérieux. Regarder dans la valise n'a aucun effet sur les gants. Cette valise a toujours contenu le gant gauche, celle en Antarctique, toujours le droit. Et ça a été le cas dès qu'on a séparé la paire. Selon Einstein, il en va de même avec les particules intriquées. Quelle que soit la configuration de l'électron, elle a dû être déterminée au moment où ils ont été séparés. Alors, qui dit vrai? Niels Bohr, le chantre des équations, qui présente les particules comme des roues dont les résultats aléatoires sont liés même à travers de grandes distances? Ou Albert Einstein, qui nie tout lien fantomatique, au profit du fait que tout est décidé bien avant qu'on fasse une observation? Le grand défi était de savoir lequel avait raison. Einstein disait qu'une particule avait un spin défini avant qu'on le mesure. Et quand on lui demandait comment s'en assurer, il répondait « mesurez-le et vous le connaîtrez ». Ce à quoi Bohr rétorquait que c'était l'observation qui conférait au spin son état défini. C'était la quadrature du cercle, et le problème devint bientôt philosophique plutôt que scientifique. En 1955, Albert Einstein meurt, toujours persuadé que la mécanique quantique offre au mieux une image incomplète de la réalité. Tout de suite, la suite. Voici la scène du crime. Nombre de coupables indéterminés. Et ils peuvent se cacher n'importe où. C'est une course contre la montre pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres victimes. Les enquêteurs reviennent en mission pour améliorer la sécurité des vols. Air Crash, ce soir à 20h40 sur National Geographic Channel. Les forces de la nature les plus dévastatrices ont très peu de points communs. À part la peur, la terreur qu'elles engendrent. Et qu'elles sont imparables. Nous suivons très attentivement chaque situation d'urgence. Quand il devient impossible de se défendre. Est-ce la fin du monde? La fin de la vie sur Terre? Est-ce ainsi que cela devait finir? Personne n'est en sécurité. National Geographic Channel présente le top 10 des catastrophes naturelles tous les dimanches à 20h40 sur National Geographic Channel. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur bat plus fort. Renault Clio Estate, en ce moment à partir de 10 490 €. Le plus silencieux des aspirateurs sans sac. Relax Pro Silence de Bosch. La meilleure performance avec une faible consommation d'énergie. Bosch, des technologies pour la vie. Que voyez-vous? Regardez. Regardez bien. Il y a de la beauté partout pour qui veut bien la voir. Optical Center, optique et audition, révélons notre acuité humaine. Pour voir le monde différemment, en novembre, l'offre unique d'Optical Center, c'est moins 40% sur toutes les marques de montures et verres optiques et une deuxième paire de marques offertes, même de luxe. Ça va aller? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente, le meilleur de la qualité allemande. C'est une allemande. Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne. L'Opel Mokka est à partir de 275 € par mois sans apport, sans condition. C'est en vous voyant changer vos bouteilles de gaz qu'Antargaz a décidé de changer la bouteille de gaz. Maintenant, elle est plus maniable, plus légère
et elles se raccordent en un clic. Calypso d'Antargaz, et vous, vous changez quand? En ce moment, la consigne est à 5 € et le détendeur est offert. En 1967, à l'université Columbia, Einstein, qui s'était fixé pour mission de contester la théorie de Bohr, fait un émule improbable. John Clauser est sur le point de décrocher son doctorat en astrophysique. Il ne lui manque plus que son UV en mécanique quantique. Quand j'étais étudiant, je ne comprenais rien à la mécanique quantique. Il se demande si Einstein n'est pas dans le vrai quand il fait une découverte qui va changer sa vie. Un article d'un physicien irlandais méconnu du nom de John Bell. Étonnamment, ce dernier semble avoir trouvé un moyen de résoudre la controverse Bohr-Einstein et de démontrer, une bonne fois pour toutes, lequel des deux a raison. J'étais convaincu que la théorie quantique était fausse. À la lecture de l'article, il constate que John Bell a découvert un moyen de savoir si les particules intriquées communiquent réellement grâce à l'action fantomatique, comme deux roues jumelées, ou s'il n'y a rien de fantomatique du tout et si les particules sont déjà préétablies comme une paire de gants. Qui plus est, grâce à des calculs mathématiques savants, John Bell démontre que sans action fantomatique, la mécanique quantique ne serait pas incomplète, comme le disait Einstein, mais erronée. Je me suis dit, c'est un des résultats les plus profonds que j'ai jamais vus. John Bell était un théoricien, mais il laissait entendre qu'on pouvait fabriquer une machine capable de créer et de comparer de nombreuses paires de particules intriquées. Bell a proposé une expérience. Ce ne serait plus un affrontement d'hypothèses. Et cette expérience était faisable. Mais un moyen de régler le problème. John Clauser s'attelle à la construction de la machine. Je n'étais qu'un petit étudiant, et ça m'a paru super. On a toujours une chance infime de tomber sur un résultat qui surprenne le monde entier. La machine mesure des milliers de paires de particules intriquées et les compare dans de nombreuses directions différentes. Quand les résultats commencent à tomber, le jeune étudiant est surpris et mécontent. Je n'arrêtais pas de me dire, où est-ce que je me suis trompé? Quelles erreurs ai-je commises? Il réédite l'expérience. Puis, un physicien français, Alain Aspect, met au point des essais encore plus sophistiqués pour aller au cœur de la controverse Bohr-Einstein. Dans cette expérience, la seule façon de mesurer une particule en influençant directement l'autre passe par l'utilisation d'un signal qui se déplacerait plus vite que la lumière, ce qui est impossible, comme Einstein l'a démontré. La seule explication qui reste, c'est l'action fantomatique. L'expérience d'Alain Aspect tranche une bonne fois pour toutes et ses résultats sont absolument renversants. Il démontre que les mathématiques qui sous-tendent la mécanique quantique sont justes. L'intrication est bel et bien réelle. Les particules quantiques peuvent être liées à travers l'espace. Mesurer un corpuscule peut instantanément avoir un effet sur le second élément de la paire, comme si l'espace entre eux n'existait pas. Ce qu'Einstein croyait impossible, l'action fantomatique à distance se passe pour de bon. J'étais très triste de ne pas avoir vaincu la mécanique quantique, parce qu'à l'époque, j'avais toutes les peines du monde à la comprendre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est l'aspect le plus bizarre de la mécanique quantique.
C'est incompréhensible. Ne me demandez pas pourquoi ça arrive. Ne me demandez pas comment ça marche, je vous l'interdis. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est apparemment de cette façon que le monde fonctionne. Si on part du principe que le monde fonctionne de cette manière bizarre, pourra-t-on jamais utiliser l'action fantomatique à distance de l'intrication? Un de nos rêves est de transporter les gens et les objets d'un endroit à un autre sans traverser l'espace qui les sépare, la téléportation. Dans Star Trek, elle paraît toujours très pratique. Elle semble relever uniquement de la science-fiction. Mais l'intrication pourrait-elle la rendre possible? Eh bien, figurez-vous qu'on mène déjà des expériences dans ce domaine sur les îles Canaries, au large de l'Afrique. On fait les expériences ici parce qu'il y a 2 observatoires et parce que l'endroit est très agréable. Anton Zeilinger n'est pas encore à la veille de téléporter qui que ce soit. En revanche, il utilise l'intrication pour téléporter des corpuscules un à un, en l'occurrence des photons, des particules de lumière. Voici en gros comment il s'y prend. Il commence par produire une paire de photons intriqués dans son laboratoire de l'île de La Palma. L'un d'eux reste sur place, tandis que l'autre est envoyé à l'aide d'un télescope à guidage laser sur Tenerife, à 144 km. Ensuite, Anton Zeilinger prend un 3e photon, celui qu'il veut téléporter, et il le fait interagir avec le photon intriqué de La Palma. L'équipe étudie cette interaction en comparant les états quantiques des 2 particules. Et c'est là que ça devient étonnant. Grâce à l'action fantomatique, les scientifiques utilisent cette comparaison pour transformer le photon intriqué de Tenerife pour en faire la copie conforme du 3e photon, comme si ce dernier s'était téléporté de l'autre côté de la mer, sans traverser l'espace séparant les 2 îles. On extrait l'information contenue dans l'original pour créer un nouvel original là-bas. Avec la même technique, il a réussi à téléporter des milliers de particules. Pourrait-on aller plus loin? Comme nous sommes faits de particules, ce procédé pourrait-il rendre possible la téléportation d'individus? Bienvenue à New York. Supposons que je veuille aller déjeuner vite fait à Paris. En théorie, l'intrication pourrait un jour le permettre. Voilà ce qu'il me faudrait. Une chambre à particules à New York, intriquée avec une autre, située à Paris. Par ici, Monsieur Green. J'entrerai dans la chambre, qui fonctionnerait comme un scanner ou un fax. Pendant que la machine scannerait les innombrables particules de mon organisme, plus qu'il y a d'étoiles dans l'univers observable, elle scannerait aussi celles dans l'autre chambre et créerait une liste des états quantiques des 2 groupes de particules. Et c'est là que l'intrication entrerait en scène. Grâce à l'action fantomatique à distance, la liste de l'état original de mes particules se trouverait liée à l'état de celle située à Paris. Ensuite, l'hôtesse enverrait la liste à Paris où ces données serviraient à reconstituer exactement l'état quantique de chacune des particules me composant pour qu'un nouveau moi se matérialise. Les corpuscules n'auraient pas voyagé de New York à Paris, mais l'intrication aurait permis à mon état quantique d'être extrait à New York, puis reconstitué à Paris dans ses moindres détails. Bonjour, Monsieur Green. Bonjour.
Il existerait à Paris une copie exacte de moi. Et il vaudrait mieux, car la mesure de l'état quantique de mes particules à New York aurait détruit le moi original. Dans le protocole de téléportation quantique, il est absolument nécessaire que l'objet téléporté soit détruit. C'est un peu inquiétant. On se retrouverait transformé en un petit tas de neutrons, de protons et d'électrons. On ne ressemblerait plus à grand-chose. La téléportation humaine n'est pas pour demain. Mais sa possibilité même soulève une question. Le Brian Greene arrivé à Paris sera-t-il vraiment moi? Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre l'ancien de New York et le nouveau de Paris. Parce qu'en vertu de la mécanique quantique, ce ne sont pas les particules physiques qui font que je suis moi, mais les informations qu'elles contiennent. Et ces informations ont été téléportées avec exactitude. Même s'il y en a des milliards de milliards. C'est une grande question philosophique. Est-ce que ce qui arrive à la station réceptrice est l'original ou pas? Selon moi, original signifie qui a toutes les propriétés de l'original. Et dans ce cas, c'est bien un original. Je n'entrerai pas là-dedans. Que la téléportation humaine devienne ou non réalité, l'incertitude de la mécanique quantique a bien d'autres applications possibles. Et Seth Lloyd fait partie des chercheurs qui tentent d'exploiter sa puissance. La mécanique quantique est bizarre, c'est comme ça. Mais même avec des citrons bizarres, on peut faire de la citronnade. Et la citronnade de Seth Lloyd, c'est un ordinateur quantique. Ce sont ses entrailles. Ce bidule en or et en laiton ne ressemble guère à votre ordinateur portable. Mais il parle pourtant le même langage informatique, le code binaire, qui se compose de 0 et de 1, appelé bit. Le bit est le plus petit morceau d'information. Et un ordinateur se contente de manipuler ces informations minuscules à toute vitesse. Cet ordinateur quantique parle certes en bits, mais contrairement au bit traditionnel, qui peut être soit un 0, soit un 1, un bit quantique est bien plus souple. Supposons qu'on ait un bit. Ici un 0, là un 1. C'est un bit d'information. Mais si on a quelque chose ici et là en même temps, on a un bit quantique appelé qubit. À l'instar d'un électron qui peut être un mélange flou de spin dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse, un qubit peut être un mélange flou de 0 et de 1, ce qui le rend multitâche. Ça signifie qu'on peut faire des calculs d'une manière dont on n'avait même pas rêvé. En théorie, les qubits peuvent se composer de n'importe quel corpuscule se comportant de manière quantique. Ils sont si doués pour les activités multiples de deux endroits. Comme si Mars quittait son orbite pour suivre instantanément celle de Jupiter. Selon Niels Bohr, le saut quantique provient d'une propriété fondamentale et fondamentalement bizarre des atomes et des électrons. Leur énergie se présente sous la forme de morceaux indivisibles et discrets, baptisés quanta. Et c'est pour cela que les électrons ne peuvent suivre que certaines orbites discrètes bien précises. Les électrons devaient être ici ou là, pas entre les deux. Ça n'a rien à voir avec notre quotidien. Si mystérieux que ce phénomène paraisse, les preuves se multiplient pour montrer que les électrons respectent des lois différentes de celles auxquelles obéissent les planètes ou les balles de ping-pong. Cette découverte change les règles du jeu. Fort de cette image nouvelle de l'atome, Bohr et ses collègues ne peuvent que se heurter aux lois communément admises de la physique.
D'autant plus que le saut quantique n'est qu'un début. Et bientôt, le Danois aux idées iconoclastes affronte un des plus grands physiciens de l'histoire. Albert Einstein n'est pas du genre à avoir peur des idées novatrices. Mais durant les années 1920, la mécanique quantique s'oriente dans une voie dans laquelle lui ne souhaite pas s'engager. Une voie qui s'éloigne fortement des prédictions absolues et définitives qui sont l'apanage de la physique classique. L'expérience dite des deux fentes dévoile les mystères du monde quantique comme aucune autre. Que ceux qui s'attendent à une description de la réalité fondée sur des certitudes se préparent à quelque chose de renversant. On peut se faire une bonne idée de l'expérience des deux fentes et de la façon spectaculaire dont elle a chamboulé notre image de la réalité en faisant une expérience similaire, non pas avec des particules, mais avec des objets que l'on trouve d'ordinaire au bowling. En prenant soin d'abord de modifier la piste. On pourrait croire soit que les boules s'arrêteront à la plaque, soit qu'elles franchiront une des ouvertures avant de percuter la paroi du fond. Bingo, c'est bien ce qui arrive. Les boules qui passent frappent systématiquement la paroi derrière l'ouverture de gauche ou de droite. L'expérience des deux fentes ressemble beaucoup à ça, mais elle se fait avec des électrons qui sont bien plus petits que les boules de bowling. Représentons-les ainsi. Je vais en lancer plusieurs. Quand les électrons traversent la plaque, les choses se passent très différemment. Au lieu de frapper toujours les deux mêmes endroits, ils se disséminent sur l'ensemble de la paroi en formant des traces verticales, y compris sur les parties masquées par la plaque, des endroits qu'ils ne devraient pourtant pas pouvoir atteindre. Alors que se passe-t-il ? Pour les physiciens des années 1920, il n'y avait qu'une explication. Il s'agit d'ondes comme les vagues. Les vagues font des choses très intéressantes qu'une boule de bowling ne pourra jamais faire, comme se séparer et se combiner. Si j'envoyais une vague à travers les fentes, elle se diviserait en deux, puis ces deux parties se croiseraient, leur crête et leur creux se combineraient, devenant plus gros par endroits, plus petits dans d'autres, et encore ailleurs, ils s'annuleraient. Si la crête correspond aux parties claires sur la paroi, les crêtes et les creux produiraient une suite de rayures, ce qu'on appelle les franges d'interférence. Pourquoi les électrons, qui sont des particules, donnent-ils ces interférences? Et comment se retrouvent-ils dans un endroit de la paroi accessible seulement à une onde? Une particule est une particule, une onde, une onde. Comment l'une peut-elle être l'autre? Il faut renoncer à l'idée que c'est une particule et dire « Tiens, ce truc que je prenais pour une particule est en fait une onde. » Une onde n'est pas une particule. L'océan est fait de particules, mais les vagues n'en sont pas. Pas plus que les rochers ne sont des ondes. Les rochers sont des rochers. Les rochers sont un exemple de particules. Les vagues, un exemple d'onde. Et voilà que quelqu'un vous annonce qu'un rocher est similaire à une vague. Pardon ? Dans les années 20, la première fois qu'on fait cette expérience, on ne s'explique pas ce comportement ondulatoire. Un physicien du nom de Max Born avance une idée révolutionnaire pour expliquer le comportement ondulatoire. Il explique qu'une onde n'est ni un électron diffus, ni un phénomène que la science a déjà observé, mais quelque chose de bien particulier, une onde de probabilité.
Selon lui, la taille de l'onde en un emplacement donné prédit la probabilité qu'un électron s'y trouve. Ce n'est pas où l'onde est grosse qu'il y a le plus d'électrons, mais où un électron risque le plus d'être. C'est très étrange, non? L'électron serait un fouillis de possibilités. La question n'est pas « où est l'électron en ce moment ?», mais plutôt « si je cherche un électron dans cette toute petite partie de l'espace, quelle est la chance que je l'y trouve ?» Ça embête tout le monde, à tous les coups. Aussi bizarre qu'elle paraisse, cette façon nouvelle de décrire le déplacement des particules est exacte. Si je lance un électron, j'ignore où il ira. Mais si j'utilise une équation pour trouver son onde de probabilité, je peux prédire avec une grande certitude que si je lance assez d'électrons, 33,1% finiront ici, 7,9% là, etc., etc. Ces prédictions ont été confirmées par les expériences, prouvant que les équations de la mécanique quantique sont d'une précision étonnante, tant qu'on accepte qu'il ne s'agit que de probabilité. Si vous pensez que probabilité égale devinette, les casinos de Las Vegas devraient vous convaincre du contraire. Tentez votre chance à un jeu de hasard et vous verrez la puissance des probabilités. Mettons que je mise 20 $ sur le 29 à la roulette. La banque ignore si je vais gagner à ce lancer ou à un des suivants. Mais elle connaît ma probabilité de gagner. Ici, 1 contre 38. 21. 29. Même s'il m'arrive de gagner, sur le long terme, la banque empoche toujours plus qu'elle ne perd. En clair, elle n'a pas besoin de connaître le résultat de telle ou telle partie de cartes, de dés ou de roulettes. Car elle sait qu'après plusieurs milliers de distributions de cartes, de lancers de dés ou de tours de roulette, elle gagnera à coup sûr. Et elle peut calculer avec une précision remarquable à quelle fréquence. D'après la mécanique quantique, le monde n'est qu'un jeu de hasard du même genre. Toute la matière de l'univers se compose d'atomes et de particules subatomiques régentées par des probabilités, pas par des certitudes. La nature est décrite par une théorie intrinsèquement probabiliste, qui est totalement contraire à l'intuition. Et beaucoup de gens ont du mal à l'accepter. Parmi eux, Albert Einstein. Il refuse de croire que la nature fondamentale de la réalité, dans ce qu'elle a de plus essentiel, est déterminée par le hasard. C'est ce qu'Einstein ne pouvait pas accepter. Il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Cette idée selon laquelle on ne pouvait pas dire avec certitude que telle ou telle chose allait se produire ne lui plaisait pas. D'autres se montrent moins rebutés par les probabilités, car les équations de la mécanique quantique leur donnent la capacité de prédire le comportement de groupes d'atomes et de particules avec une précision étonnante. Et bientôt, cela va donner lieu à des inventions majeures. Le laser, le transistor, le circuit intégré, l'électronique dans son ensemble. Malgré toutes ces prouesses, la mécanique quantique demeure profondément mystérieuse. Elle fait fonctionner tous ces objets, alors qu'on n'a toujours pas réussi à répondre aux questions que posait Einstein dans les années 20 et 30 au sujet des probabilités et de la mesure, c'est-à-dire le fait même d'observer. Pour Niels Bohr, la mesure bouleverse tout. Il est convaincu qu'avant toute mesure, donc avant qu'on fasse une observation, les caractéristiques d'une particule sont incertaines.
Prenons un électron de l'expérience des deux fentes. Avant que le détecteur placé au fond indique sa position, un électron peut se trouver n'importe où, au sein d'un grand nombre de possibilités. Ce n'est qu'au moment précis où on l'observe que l'incertitude entourant son emplacement est dissipée. Selon Niels Bohr, le fait de faire une mesure oblige une particule à renoncer à toutes les possibilités concernant les endroits où elle aurait pu aller pour ne retenir que celui où on l'a découverte. C'est la mesure qui force à faire ce choix. Le Danois accepte cette nature intrinsèquement floue de la réalité. Pas Einstein, qui croit à la certitude, pas seulement lors d'une observation, mais en permanence. Comme a dit Einstein, j'aime penser que la Lune est là, même quand je ne la regarde pas. Ça l'agaçait. Pensez-vous que la réalité dépend du fait qu'on ouvre les yeux? C'est vraiment bizarre. Il est convaincu qu'il manque à la théorie quantique quelque chose qui permettrait de décrire les caractéristiques des particules, comme leur position, y compris lorsqu'on ne les observe pas. Mais à l'époque, rares sont les savants à partager ces préoccupations. Pour Einstein, ils renonçaient à leur travail. Cette théorie n'était pas mauvaise, mais incomplète. C'est son leitmotiv. La mécanique quantique n'est pas incorrecte, mais incomplète. Elle n'englobe pas tout ce qu'on peut dire ou prédire avec certitude. Malgré les arguments d'Einstein, Bohr campe sur ses positions. Quand le premier répète que Dieu ne joue pas au dé, le second rétorque « Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Mais en 1935, Albert Einstein croit avoir découvert le talon d'Achille de la mécanique quantique. C'est quelque chose de tellement étrange, de si contraire à toute conception logique de l'univers, que le scientifique pense que cela va lui permettre de prouver l'incomplétude de la théorie. Cela s'appelle l'intrication. La prédiction la plus bizarre, la plus absurde, la plus folle, la plus ridicule de la mécanique quantique, c'est l'intrication. Il s'agit d'une prédiction théorique tirée des équations de la mécanique quantique. Deux particules peuvent être intriquées si elles sont proches l'une de l'autre et que leurs propriétés se retrouvent liées. Étonnamment, la théorie suggère que même si on sépare ces particules, si on les envoie dans des directions différentes, elles restent inextricablement associées. Pour se rendre compte à quel point cette notion est étrange, prenons une des propriétés de l'électron, le spin. Tout comme d'autres propriétés quantiques, le spin de l'électron est généralement flou et incertain, jusqu'au moment où on le mesure. À cet instant précis, on constate qu'il se fait dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse. Un peu comme cette roue. Quand elle s'arrête de tourner, c'est soit sur le rouge, soit sur le bleu. Imaginons une seconde roue. Si les deux se comportent comme des électrons intriqués, à chaque fois que la première s'arrête sur le rouge, la seconde s'arrêtera forcément sur le bleu. Et vice-versa. Comme les roues ne sont pas reliées, il y a de quoi se montrer soupçonneux. Mais la mécanique quantique de Bohr et consorts va encore plus loin, en prédisant que si un élément de la paire est éloigné, même s'il est sur la Lune et en l'absence de tout câble ou de tout moyen de transmission, si l'une des roues s'arrête sur le rouge, l'autre sera sur le bleu. Autrement dit, si on fait une mesure sur cette particule, on exerce un effet non seulement sur elle, mais aussi sur sa partenaire intriquée, quel que soit l'éloignement. Pour Einstein, ce lien longue distance bizarre qui existe entre des roues ou des particules est tellement ridicule qu'il le qualifie d'action fantomatique à distance.
Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on fait une mesure sur une particule, on change l'état de l'autre. Il n'y a ni force, ni poulie, ni câble téléphonique les reliant. Alors, comment mon action ici a-t-elle un impact là-bas? Il leur est impossible de communiquer. C'est complètement bizarre. C'est ce dont Einstein s'est rendu compte en 1935. Il refuse d'admettre que l'intrication fonctionne de cette façon et se convainc que seuls les calculs sont étranges, pas la réalité. Il admet l'existence des particules intriquées, mais il pense qu'il y a un moyen plus simple d'expliquer pourquoi elles sont liées, sans passer par une connexion longue distance mystérieuse. Selon lui, ces particules sont plutôt comme des gants. Imaginons que quelqu'un les sépare, les mette chacun dans une valise, que ce quelqu'un m'en remette une, et expédie l'autre en Antarctique. Merci. Avant de regarder dans ma valise, je sais qu'il y a soit le gant gauche, soit le droit. En ouvrant, si je tombe sur celui de gauche, je sais que la valise en Antarctique contient le droit, même s'il n'y a personne pour regarder dedans. Ça n'a rien de mystérieux. Regarder dans la valise n'a aucun effet sur les gants. Cette valise a toujours contenu le gant gauche, celle en Antarctique, toujours le droit. Et ça a été le cas dès qu'on a séparé la paire. Selon Einstein, il en va de même avec les particules intriquées. Quelle que soit la configuration de l'électron, elle a dû être déterminée au moment où ils ont été séparés. Alors, qui dit vrai? Niels Bohr, le chantre des équations, qui présente les particules comme des roues dont les résultats aléatoires sont liés même à travers de grandes distances? Ou Albert Einstein, qui nie tout lien fantomatique, au profit du fait que tout est décidé bien avant qu'on fasse une observation? Le grand défi était de savoir lequel avait raison. Einstein disait qu'une particule avait un spin défini avant qu'on le mesure. Et quand on lui demandait comment s'en assurer, il répondait « Mesurez-le, et vous le connaîtrez ». Ce à quoi Bohr rétorquait que c'était l'observation qui conférait au spin son état défini. C'était la quadrature du cercle, et le problème devint bientôt philosophique plutôt que scientifique. En 1955, Albert Einstein meurt, toujours persuadé que la mécanique quantique offre au mieux une image incomplète de la réalité. Tout de suite, la suite. Voici la scène du crime. Nombre de coupables indéterminés. Et ils peuvent se cacher n'importe où. C'est une course contre la montre pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres victimes. Les enquêteurs reviennent en mission pour améliorer la sécurité des vols. Air Crash, ce soir à 20h40 sur National Geographic Channel. Les forces de la nature les plus dévastatrices ont très peu de points communs. À part la peur, la terreur qu'elles engendrent. Et qu'elles sont imparables. Nous suivons très attentivement chaque situation d'urgence. Quand il devient impossible de se défendre. Est-ce la fin du monde? La fin de la vie sur Terre? Est-ce ainsi que cela devait finir? Personne n'est en sécurité. National Geographic Channel présente le top 10 des catastrophes naturelles tous les dimanches à 20h40 sur National Geographic Channel. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Renault Clio, et votre cœur va plus fort.
Renault Clio Estate. En ce moment, à partir de 10 490 €. Le plus silencieux des aspirateurs sans sac. Relax Pro Silence de Bosch. La meilleure performance avec une faible consommation d'énergie. Bosch, des technologies pour la vie. Que voyez-vous? Regardez. Regardez bien. Il y a de la beauté partout pour qui veut bien la voir. Optical Center, optique et audition, révélons notre acuité humaine. Pour voir le monde différemment, en novembre, l'offre unique d'Optical Center, c'est moins 40% sur toutes les marques de montures et verres optiques et une deuxième paire de marques offertes, même de luxe. Ça va aller? Parce que, je veux dire, c'est plutôt raide comme pente. Je peux peut-être vous aider? Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. L'Opel Mokka avec système de contrôle en descente, le meilleur de la qualité allemande. C'est une Allemande. Élu 4x4 de l'année 2013 et 2014 en Allemagne. L'Opel Mokka est à partir de 275 € par mois, sans apport, sans condition. C'est en vous voyant changer vos bouteilles de gaz qu'Antargaz a décidé de changer la bouteille de gaz. Maintenant, elle est plus maniable, plus légère, et elle se raccorde en un clic. Calypso d'Antargaz, et vous, vous changez quand? En ce moment, la consigne est à 5 € et le détendeur est offert. En 1967, à l'université Columbia, Einstein, qui s'était fixé pour mission de contester la théorie de Bohr, fait un émule improbable. John Clauser est sur le point de décrocher son doctorat en astrophysique. Il ne lui manque plus que son UV en mécanique quantique. Quand j'étais étudiant, je ne comprenais rien à la mécanique quantique. Il se demande si Einstein n'est pas dans le vrai quand il fait une découverte qui va changer sa vie. Un article d'un physicien irlandais méconnu du nom de John Bell. Étonnamment, ce dernier semble avoir trouvé un moyen de résoudre la controverse Bohr-Einstein et de démontrer, une bonne fois pour toutes, lequel des deux a raison. J'étais convaincu que la théorie quantique était fausse. À la lecture de l'article, il constate que John Bell a découvert un moyen de savoir si les particules intriquées communiquent réellement grâce à l'action fantomatique, comme deux roues jumelées, ou s'il n'y a rien de fantomatique du tout et si les particules sont déjà préétablies comme une paire de gants. Qui plus est, grâce à des calculs mathématiques savants, John Bell démontre que sans action fantomatique, la mécanique quantique ne serait pas incomplète, comme le disait Einstein, mais erronée. Je me suis dit, c'est un des résultats les plus profonds que j'ai jamais vus. John Bell était un théoricien, mais il laissait entendre qu'on pouvait fabriquer une machine capable de créer et de comparer de nombreuses paires de particules intriquées. Bell a proposé une expérience. Ce ne serait plus un affrontement d'hypothèses. Et cette expérience était faisable. Mais un moyen de régler le problème. John Clauser s'attelle à la construction de la machine. Je n'étais qu'un petit étudiant, et ça m'a paru super. On a toujours une chance infime de tomber sur un résultat qui surprenne le monde entier. La machine mesure des milliers de paires de particules intriquées et les compare dans de nombreuses directions différentes. Quand les résultats commencent à tomber, le jeune étudiant est surpris et mécontent. Je n'arrêtais pas de me dire, où est-ce que je me suis trompé? Quelles erreurs ai-je commises? Il réédite l'expérience. Puis, un physicien français, Alain Aspect,
met au point des essais encore plus sophistiqués pour aller au cœur de la controverse Bohr-Einstein. Dans cette expérience, la seule façon de mesurer une particule en influençant directement l'autre passe par l'utilisation d'un signal qui se déplacerait plus vite que la lumière, ce qui est impossible, comme Einstein l'a démontré. La seule explication qui reste, c'est l'action fantomatique. L'expérience d'Alain Aspect tranche une bonne fois pour toutes et ses résultats sont absolument renversants. Il démontre que les mathématiques qui sous-tendent la mécanique quantique sont justes. L'intrication est bel et bien réelle. Les particules quantiques peuvent être liées à travers l'espace. Mesurer un corpuscule peut instantanément avoir un effet sur le second élément de la paire, comme si l'espace entre eux n'existait pas. Ce qu'Einstein croyait impossible, l'action fantomatique à distance se passe pour de bon. J'étais très triste de ne pas avoir vaincu la mécanique quantique, parce qu'à l'époque, j'avais toutes les peines du monde à la comprendre. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est l'aspect le plus bizarre de la mécanique quantique. C'est incompréhensible. Ne me demandez pas pourquoi ça arrive. Ne me demandez pas comment ça marche, je vous l'interdis. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est apparemment de cette façon que le monde fonctionne. Si on part du principe que le monde fonctionne de cette manière bizarre, pourra-t-on jamais utiliser l'action fantomatique à distance de l'intrication? Un de nos rêves est de transporter les gens et les objets d'un endroit à un autre sans traverser l'espace qui les sépare, la téléportation. Dans Star Trek, elle paraît toujours très pratique. Elle semble relever uniquement de la science-fiction. Mais l'intrication pourrait-elle la rendre possible? Eh bien, figurez-vous qu'on mène déjà des expériences dans ce domaine sur les îles Canaries, au large de l'Afrique. On fait les expériences ici parce qu'il y a 2 observatoires et parce que l'endroit est très agréable. Anton Zeilinger n'est pas encore à la veille de téléporter qui que ce soit. En revanche, il utilise l'intrication pour téléporter des corpuscules un à un, en l'occurrence des photons, des particules de lumière. Voici en gros comment il s'y prend. Il commence par produire une paire de photons intriqués dans son laboratoire de l'île de La Palma. L'un d'eux reste sur place, tandis que l'autre est envoyé à l'aide d'un télescope à guidage laser sur Tenerife, à 144 km. Ensuite, Anton Zeilinger prend un 3e photon, celui qu'il veut téléporter, et il le fait interagir avec le photon intriqué de La Palma. L'équipe étudie cette interaction en comparant les états quantiques des 2 particules. Et c'est là que ça devient étonnant. Grâce à l'action fantomatique, les scientifiques utilisent cette comparaison pour transformer le photon intriqué de Tenerife pour en faire la copie conforme du 3e photon, comme si ce dernier s'était téléporté de l'autre côté de la mer, sans traverser l'espace séparant les 2 îles. On extrait l'information contenue dans l'original pour créer un nouvel original là-bas. Avec la même technique, il a réussi à téléporter des milliers de particules. Pourrait-on aller plus loin? Comme nous sommes faits de particules, ce procédé pourrait-il rendre possible la téléportation d'individus? Bienvenue à New York. Supposons que je veuille aller déjeuner vite fait à Paris. En théorie, l'intrication pourrait un jour le permettre. Voilà ce qu'il me faudrait. Une chambre à particules à New York, intriquée avec une autre, située à Paris. Par ici, Monsieur Green.
J'entrerai dans la chambre qui fonctionnerait comme un scanner ou un fax. Pendant que la machine scannerait les innombrables particules de mon organisme, plus qu'il y a d'étoiles dans l'univers observable, elle scannerait aussi celles dans l'autre chambre et créerait une liste des états quantiques des deux groupes de particules. Et c'est là que l'intrication entrerait en scène. Grâce à l'action fantomatique à distance, la liste de l'état original de mes particules se trouverait liée à l'état de celles situées à Paris. Ensuite, l'hôtesse enverrait la liste à Paris où ces données serviraient à reconstituer exactement l'état quantique de chacune des particules me composant pour qu'un nouveau moi se matérialise. Les corpuscules n'auraient pas voyagé de New York à Paris, mais l'intrication aurait permis à mon état quantique d'être extrait à New York, puis reconstitué à Paris dans ses moindres détails. Bonjour, Monsieur Green. Bonjour. Il existerait à Paris une copie exacte de moi. Et il vaudrait mieux, car la mesure de l'état quantique de mes particules à New York aurait détruit le moi original. Dans le protocole de téléportation quantique, il est absolument nécessaire que l'objet téléporté soit détruit. C'est un peu inquiétant. On se retrouverait transformé en un petit tas de neutrons, de protons et d'électrons. On ne ressemblerait plus à grand-chose. La téléportation humaine n'est pas pour demain. Mais sa possibilité même soulève une question. Le Brian Greene arrivé à Paris sera-t-il vraiment moi? Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence entre l'ancien de New York et le nouveau de Paris. Parce qu'en vertu de la mécanique quantique, ce ne sont pas les particules physiques qui font que je suis moi, mais les informations qu'elles contiennent. Et ces informations ont été téléportées avec exactitude. Même s'il y en a des milliards de milliards. C'est une grande question philosophique. Est-ce que ce qui arrive à la station réceptrice est l'original ou pas? Selon moi, original signifie qui a toutes les propriétés de l'original. Et dans ce cas, c'est bien un original. Je n'entrerai pas là-dedans. Que la téléportation humaine devienne ou non réalité, l'incertitude de la mécanique quantique a bien d'autres applications possibles. Et Seth Lloyd fait partie des chercheurs qui tentent d'exploiter sa puissance. La mécanique quantique est bizarre, c'est comme ça. Mais même avec des citrons bizarres, on peut faire de la citronnade. Et la citronnade de Seth Lloyd, c'est un ordinateur quantique. Ce sont ses entrailles.